Tout d'abord, peut-être en guise d'introduction, pourquoi avoir choisi ce thème? On se rend bien compte que, en particulier, la crise sanitaire que nous avons vécue, que nous continuons à vivre, a accéléré un certain nombre de transformations, pour certaines qui étaient déjà en cours, mais à un rythme plus calme. Mais on voit qu'il y a une véritable accélération qui a modifié nos façons de vivre, nos façons de travailler et autres. Cela nous amène à re-questionner l'immobilier et les espaces dont nous avons besoin, à la fois en termes de qualité et en termes de quantité. Ce qui fait que cette question de la vacance, qui est un sujet qui existait par le passé, est quelque part amplifiée, ou disons les interrogations que l'on peut avoir sur le sujet sont amplifiées du fait des phénomènes récents. Donc on souhaitait aujourd'hui faire un focus sur ce sujet, sur l'état des lieux et sur des pistes d'évolution et des réflexions sur l'avenir de ces actifs. Ça marche pas. Alors, hop, si je faut que tu cliques. Passe la slide. Ça n'a pas l'air de suivre. Voilà. Donc pour présenter aujourd'hui ce webinaire, je suis accompagnée de Catherine Nguyen, Arpas Trans, qui est chef de projet et qui s'occupe spécifiquement de tous les sujets liés à l'innovation et nouveaux usages chez Arpas Trans. Nous accueillons également Patrick Rubin, qui est architecte de l'atelier Canal et qui est notamment l'auteur de l'ouvrage Construire réversible et qui partagera avec nous ce matin un certain nombre de références et de retours d'expérience sur des projets qu'il a menés intégrant l'ensemble de ces sujets. Et donc moi-même, Anne-Sophie Delamarre, je suis directrice du pôle conseil au sein de Arpas Trans. Je vais commencer par vous présenter très rapidement la société Arpas Trans, puis je passerai la parole à Catherine qui vous fera un état des lieux sur la vacance et l'opportunité que cela représente pour un certain nombre de sujets, et en particulier pour transformer les bâtiments et transformer la ville. Puis nous aborderons la question des gains pour les différentes parties prenantes. Et enfin, nous passerons la parole à Patrick Rubin pour la présentation de différents cas concrets de transformation. Donc très rapidement, Arpas Trans, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans l'immobilier. Notre métier est d'accompagner nos clients dans les transformations de l'immobilier, nos clients étant des grands utilisateurs, des acteurs publics, des acteurs privés, des professionnels de l'immobilier. Et nous accompagnons l'ensemble des transformations depuis la définition amont de la stratégie immobilière, c'est-à-dire quel positionnement des actifs et quels actifs pour répondre à l'ensemble des besoins. Et nous intervenons sur toute la déclinaison opérationnelle de ces projets, toutes les phases de construction, de restructuration, de rénovation, d'aménagement, d'exploitation. Pour nous, il y a 4 axes majeurs de réflexion qui sont les moteurs finalement dans tous les sujets que l'on va aborder, qui sont le bâtiment durable et la nécessité aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur des projets immobiliers, de définir le curseur, l'ambition que l'on a pour avoir des bâtiments qui soient plus vertueux, qui soient plus résilients, qui permettent également de faire face à toutes les évolutions du climat. Un deuxième sujet qui est la santé et le bien-être par l'immobilier, qui est un sujet sur lequel Arpas Trans s'est positionné depuis un certain nombre d'années, avec pour nous la nécessité d'avoir des bâtiments qui prennent soin de leurs occupants et qui permettent d'avoir des cadres de vie et des services qui rendent les occupants à la fois heureux et efficaces. Un troisième élément majeur qui est la transformation digitale qui a contribué à transformer un certain nombre de fonctionnements, à transformer nos modes de vie, qui contribue à transformer notre immobilier, qui permet d'apporter plus de services, qui permet aussi d'avoir un rapport entre l'homme et l'immobilier qui évolue. Et donc là aussi, la nécessité de définir ce qu'on attend exactement du digital et de l'immobilier.
Et enfin, la biodiversité et la biophilie, puisque tout projet immobilier impacte son environnement et il est pour nous nécessaire d'intégrer la préservation des ressources et la bonne connexion, ou dans certains cas la reconnexion entre l'humain et son environnement. Pour réaliser l'ensemble de ces missions, nous sommes environ 90 collaborateurs répartis en 4 pôles d'activité. Le pôle conseil et innovation, dont Catherine et moi faisons partie, qui est un pôle qui élabore donc en amont les stratégies, les politiques immobilières, donc à l'échelle de territoire, à l'échelle de sites, à l'échelle de parcs également immobiliers. Sur la base de ces stratégies définies, nous déclinons également l'ensemble de la chaîne des projets pour programmer l'immobilier et pour mettre en œuvre l'ensemble des projets. L'usage et la relation entre le bâtiment et l'utilisateur est pour nous le fondement de nos réflexions, en intégrant en permanence la réflexion sur le physique et sur l'apport des espaces et la réflexion complémentaire sur le digital, avec une approche que nous appelons figital, d'avoir un immobilier qui répond aux besoins à la fois en termes d'espace concret et en termes de digital. Autre pôle d'activité, c'est le département design, dédié au design et à l'aménagement pour concevoir et pour mettre en œuvre des espaces de travail qui contribuent à la qualité de vie des collaborateurs, qui permettent de soutenir également l'évolution des organisations, qui soient écho aussi à la culture de l'entreprise. Nous travaillons également sur l'ensemble des sujets liés au développement durable avec un département qui est spécialisé sur ce sujet, à la fois pour définir les stratégies de développement durable et pour les décliner tout au long des projets, pour avoir des projets qui prennent en compte l'ensemble des enjeux liés au carbone, liés à la résilience, liés au changement climatique. Et également un département dédié à la biodiversité et la biophilie, à la fois pour protéger le vivant et pour créer des bâtiments, des quartiers, des villes qui soient désirables pour tous et qui permettent de faire vivre en harmonie l'humain et son environnement. Alors pour Arpastrans, intégrer l'innovation dans nos réflexions est pour nous une des clés de réussite. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé un accélérateur de start-up qui s'appelle ImmoWell Lab, que nous avons créé avec Impulse Partner il y a plusieurs années, qui aujourd'hui rassemble des start-up dont la vocation est d'apporter des solutions dédiées au bien-être et à la santé dans l'immobilier. Cet accélérateur intègre également des professionnels de l'immobilier, des grands utilisateurs, et qui permet, via cet écosystème, de développer des solutions, de les mettre en œuvre, de les expérimenter, qui nous donne aussi une fenêtre sur un certain nombre d'innovations qui sont réalisées et sur le niveau d'acceptation possible de l'immobilier par rapport à ces différentes solutions. Et pour finir, nous sommes très, très contents de pouvoir dire que nous sommes certifiés Bicorp et que nous sommes la première entreprise spécialisée dans l'immobilier à avoir été certifiée B Corporation en France, qui atteste du fait que nous intégrons à la fois des enjeux de rentabilité inhérents à toute entreprise, mais également une forte conscience sur la prise en compte des éléments sociaux, sociétaux et environnementaux également dans notre fonctionnement. Je vais passer la parole à Catherine pour la deuxième partie, pour entrer dans le vif du sujet sur la question de la vacance et de l'opportunité que celle-ci représente. Merci Anne-Sophie pour cette introduction. Donc, dans un premier temps, je vous propose déjà de revenir sur les éléments de contexte qui nous ont amenés à nous interroger sur la transformation des actifs vacants et sous-utilisés en Île-de-France. Donc, dans un premier temps, on va parvenir sur les nouvelles pratiques de télétravail maintes fois discutées et qui tendent aujourd'hui à se généraliser autour d'un consensus 3 jours de télétravail, 2 jours de présentiel ou inversement. Cependant, il est important de rappeler les impacts de ces transformations des modes de travail sur l'immobilier. D'après une étude parue l'année dernière de Natixis et BNP Paribas Real Estate, les entreprises qui mettront en place le télétravail et le flex-office vont gagner près de 27% de surface. Si on généralise
Ce gain de surface à la masse des entreprises qui sont prêtes aujourd'hui à passer sur un modèle qu'on appelle un mix immobilier ou hybride, c'est-à-dire avec un mix de télétravail, de coworking et de présentiel. Comme indiqué, on peut voir que ça peut représenter près de 3,3 millions de mètres carrés qui vont être disponibles à travers la France et l'Île-de-France et entraîner une baisse considérable de la demande des espaces tertiaires. Bien sûr, cette libération des mètres carrés, elle va se faire progressivement au fur et à mesure des baux en cours lorsqu'ils arriveront à terme et indique qu'il va y avoir une vacance prochaine dans les années à venir qui sera structurelle sur le marché de l'immobilier tertiaire. Alors, en voyant cette vacance, on peut se demander si c'est la fin du bureau. Non, pas tout à fait, mais ce qui est à prévoir, c'est le renforcement d'un marché à deux vitesses. Donc, on peut le voir sur le graphique. D'un côté, avec des immeubles bien placés, Paris Intramuros, où on va avoir une vacance croissante de quelques points, puisque ce sont des immeubles bien placés qui sont des marques pour les entreprises et qui offrent une diversité de services qui vont continuer à se louer. Et d'un autre côté, une vacance beaucoup plus croissante pour des bâtiments qui sont obsolètes ou qui ne correspondent plus à un mode de travail et qui vont beaucoup plus souffrir de ces transformations du marché. En voyant ces chiffres, on s'est donc posé cette question du devenir de ces mètres carrés qu'il va falloir transformer et qui forment aujourd'hui une opportunité pour la reconversion des sites en Île-de-France. Merci. Au-delà de l'impact du Covid sur les actifs actuellement utilisés qui vont prochainement souffrir de cette vacance, on peut ajouter déjà près de 610 000 mètres carrés de surface tertiaire qui ont été livrés en fin 2020. C'est pour la quasi-totalité de ces actifs, des actifs qui n'ont pas été conçus pour être vacants puisqu'ils ont été pensés lorsqu'il y avait une demande de ces espaces tertiaires et qui vont nécessiter une éventuelle réflexion sur un changement de destination. Et c'est aussi ces actifs qui sont neufs et qui sont attractifs d'un point de vue fonctionnel, mais qui ne vont peut-être plus correspondre à une demande du marché, qui sont aussi au centre de nos réflexions. Alors, il faut quand même modérer cette vision qu'on a sur la vacance et qui paraît très alarmante suite à la crise de la Covid-19. Parce que oui, il y a des évolutions qui sont impactantes et qui sont indéniables liées à la généralisation de la pratique du télétravail et qui vont impacter le besoin des entreprises et les surfaces locatives. Néanmoins, on est quand même dans un contexte de développement économique où on tend vers une croissance généralisée des emplois de bureau et une demande toujours plus croissante et constante des espaces tertiaires. En complément, le fait de changer la pratique de l'espace de travail, de devoir également recréer des espaces qui sont attractifs pour les entreprises, on va voir globalement une hausse de l'espace par employé dans les espaces tertiaires qui va venir contrebalancer également cette baisse de besoin de surface, même par entreprise, puisqu'on va rentrer dans une logique de diversité de postures liée au flex office et également surtout des nouvelles stratégies d'entreprise liées à leurs actifs tertiaires. J'attire l'attention sur le fait qu'on ne va pas traiter la question de la revalorisation d'un actif tertiaire en un actif tertiaire plus attractif. Le parc tertiaire a clairement un besoin d'évoluer aujourd'hui et les propriétaires et les occupants doivent se demander comment est-ce qu'on va créer en fait une envie de retourner dans les espaces, comment on va créer une nouvelle expérience. Cette question, on l'a traitée dans un autre webinaire dédié à la stratégie immobilière qui est disponible sur la chaîne YouTube d'ARPS Trans et que vous pouvez aller visionner si cette problématique vous concerne ou vous intéresse. En somme, ces différentes évolutions impactantes vont permettre une baisse globale des volumes de commercialisation sur les actifs tertiaires, ce qui en fait une problématique centrale, mais qui ne doit pas non plus être alarmante, comme on peut le lire dans énormément de rapports. Alors, avant de continuer, je voudrais juste faire également un petit point de vocabulaire sur les termes qu'on va employer durant ces encore 40 prochaines minutes, car on parle à la fois de friches et d'actifs vacants. Alors, la notion de vacances et de friches, les notions de vacances et de friches n'ont pas de définition communément acceptée et il existe une grande diversité de significations selon les personnes qui les utilisent aujourd'hui.
De prime abord, la notion de vacances, elle représente la brique de base de la définition de la friche et a une notion un petit peu plus objectivable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un actif vacant, comme nous on l'identifie, c'est un actif qui n'est ni exploité ni en période de travaux. Sauf que chez certains professionnels de l'immobilier, la notion de vacances a également une notion financière, puisque dans les études statistiques, lorsqu'on identifie la vacance, elle est souvent liée à l'existence ou non d'un bail en cours et donc de paiement de loyer. Et dans ce sens, ces définitions de la vacance peuvent diverger, puisque une vacance qui n'est ni exploitée et qui n'a pas de travaux va être visible, alors qu'un bâtiment qui a l'air vacant, mais dans lequel un bail court et des loyers sont payés, ne vont pas être identifiés comme des espaces vacants qui peuvent être éventuellement source d'externalités également négatives. Aujourd'hui, la définition de la friche, elle, incorpore une notion plus subjective, puisque la notion de la friche est souvent liée à un bâtiment inoccupé qui va avoir un état visuel, enfin visible en tout cas, de dégradation assez avancée ou alors de foncier qui va apparaître comme délaissé ou non entretenu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de friche, elle apparaît souvent dans le vocabulaire des acteurs publics, puisqu'elle va également être porteuse d'opportunités, là où la vacance est plus identifiée comme quelque chose de systémique et un langage plus financier et stratégique, disons. Donc, c'est aussi sur cet aspect-là qu'on va se concentrer, sur cette idée d'opportunité, puisqu'il s'agit pour la friche également d'avoir et de diffuser des idées de régénération et de création d'espaces qui sont plus adaptés à des besoins, des nouvelles fonctions de quartier et à réduire les externalités négatives de la vacance en général. Nous, dans la question de la transformation des actifs, on va s'intéresser à deux types de vacances et de friches, disons. Donc la vacance sévère, qui est la vacance structurelle. Donc ça veut dire d'un bâtiment qui, même si on baisse le niveau d'accessibilité, c'est-à-dire le niveau de loyer, va rester vacant et qui n'est pas une vacance conventionnelle entre deux baux. Et la notion de friche, qui donc correspond à des situations de vacances sévères qui créent des externalités négatives sur un quartier. Alors, je vous propose aussi de revenir rapidement sur les notions de transformation des actifs pour distinguer deux situations. Je les aborde en quelques secondes, car c'est un sujet que Patrick Rubin a déjà abordé dans son ouvrage et pourra rapidement également aborder plus tard lors de cette séance. Mais juste pour poser quelques éléments de contexte, on parle de réversibilité et de reconversion, puisque la première situation est celle de la réversibilité qui concerne uniquement les actifs neufs. Donc, il s'agit là de réfléchir à des éléments architecturaux, au coût et à la facilité de transformation d'un actif pour pouvoir réfléchir à plusieurs destinations au cours de sa vie et non pas à un mono-usage lors de sa livraison. Cette demande, on se rend compte qu'elle est de plus en plus présente dans les cahiers des charges des maîtrises d'ouvrage pour réduire l'obsolescence de leur immobilier et s'inscrire dans une démarche durable, que ce soit lié à des grandes maîtrises d'ouvrage publiques, mais également à des équipements plus universitaires ou des équipements publics plus importants, ou alors des acteurs privés justement qui veulent s'inscrire dans des stratégies de développement durable des villes. Cette situation, elle est également beaucoup plus visible aujourd'hui sur le marché puisqu'on identifie des grands acteurs de l'immobilier, notamment des constructeurs, qui sortent des offres pré-packagées et avec des caractéristiques spécifiques qui permettent la réversibilité sur le marché pour les proposer directement aux collectivités ou aux promoteurs. La seconde situation, c'est celle de la reconversion des actifs existants. Donc là, il s'agit plutôt de s'intéresser soit aux actifs vacants ou aux friches et identifier une situation de vacances qui, comme je le disais, ne va pas être solutionnée juste par une baisse des loyers et qui doit amener une réflexion qui va être en cohérence avec les besoins du territoire.
Si je prends l'exemple justement de la photo qui est là, c'est la reconversion d'un centre commercial à Saint-Herblain, en cours artisanal, donc dédié au métier de l'artisanat et en immeuble tertiaire. Et donc pour ce projet, ce qui est intéressant, c'est que la collectivité s'est intéressée aux signaux faibles qu'il y avait dans le quartier en identifiant qu'il y avait énormément de camionnettes qui étaient liées à des métiers de personnes qui habitaient le quartier et donc qui partaient travailler ailleurs sur des métiers plutôt liés à de l'artisanat. Et vu que le centre commercial était déjà déserté, ils ont entamé un processus bien sûr de concertation qui a permis de cibler en fait un nouvel usage économique qui trouvait sens directement avec les riverains qui habitaient le quartier. Donc sur ce type d'action, l'idée va être plutôt d'identifier les opportunités pour le territoire et avec une maîtrise de coût, de trouver comment est-ce qu'on va créer un projet qui va permettre de recréer de la vie et un urbanisme plus durable. Alors, si on s'intéresse aux actifs subissant une vacance sévère, comme on l'a dit, il est facilement identifiable que le Covid a été un accélérateur de ce qui existait sur le marché de l'immobilier tertiaire. Donc, comme pour les actifs impactés par le Covid, les bâtiments tertiaires mal positionnés, trop chers, non optimisés ou mal programmés étaient déjà des délaissés urbains et étaient déjà une problématique à traiter depuis longtemps. Donc, tout le monde a en tête un projet, un actif tertiaire que l'on voit régulièrement et qui n'a jamais été loué depuis des années. On peut penser notamment aux tours Mercurial, par exemple, à la porte de Bagnolet, qui sont aujourd'hui un symbole de la vacance tertiaire parisienne. Moi, j'ai pris l'exemple qui est moins connu du bâtiment Vio à Porte des Lilas, qui fait 22 000 m², qui a été livré en 2018. Et c'est un bâtiment aujourd'hui que l'on peut qualifier de très haute qualité tertiaire, qui est très réussi dans sa gamme de prestations, qui n'a subi aucune problématique de retard pendant ces chantiers, et pourtant qui, dès sa livraison, est resté vide. Et on peut avoir l'impression que le fait que ce bâtiment soit resté vide soit une erreur de programmation ou alors une inadéquation avec le marché, par exemple liée à des loyers qui étaient trop élevés pour cette zone de Paris. Mais la question qu'on se pose surtout, c'est que se serait-il passé si ce bâtiment, à sa livraison, n'avait pas été mono-usage? Et c'est justement ce type d'exemple qui nous amène à nous reposer la question par exemple des permis de construire indéterminés sur la réversibilité des bâtiments, où on pourrait déposer un permis de construire pour un bâtiment certes qui pourrait être du tertiaire à sa livraison, mais qui pourrait devenir du logement à terme. Bien sûr, si ce bâtiment avait été fait pour être réversible, peut-être qu'il a des caractéristiques réversibles, peut-être que la réversibilité n'aurait pas été envisagée, mais dans un cas d'un bâtiment comme celui-ci de haute qualité qui est vacant depuis plusieurs années, la question se pose. Ce qu'on identifie aussi sur cet exemple, qui est assez intéressant, c'est que ça a été un projet en copromotion entre Nexity et Crédit Agricole, et que même si aujourd'hui les promoteurs, Nexity notamment interrogés dans le cadre de ce cas assez intrigant, sont plus preneurs de souplesse et peuvent être intéressés par des modèles réversibles qui sont certes impactants pour leur modèle économique, vont avoir un frein lorsqu'ils sont dans une situation dans le cadre d'une vente en VFA, puisque l'immeuble va être vendu avant d'être démarré, parfois même avant que le PC soit déposé, et pour les besoins exclusifs d'un monopreneur ou de plusieurs preneurs, mais en tout cas d'un preneur préidentifié, et avec un risque d'être mono-usage pour une optimisation financière. Dans ces cas-là, on peut se poser déjà la question de savoir si la flexibilité ne devrait pas être une contrainte juridique qui puisse anticiper justement une obsolescence très rapide des actifs immobiliers. Alors, on a beaucoup parlé des actifs tertiaires, mais ce phénomène d'espace bâti, libre et délaissé, il est historique en France et également sur d'autres activités économiques. Donc aujourd'hui, le foncier économique non agricole en France couvre près de 30% des surfaces artificialisées, et les activités qui s'y trouvent, elles sont généralement amenées à être, on va dire, en inadéquation
prévu avec le bâtiment du fait d'une évolution assez naturelle des pratiques, des besoins, des usages et du fait qu'ils ont été conçus spécifiquement pour une demande très précise. Dans ces deux cas, deux options sont possibles. On a des sites qui sont parfois très stratégiques pour l'entreprise et donc l'entreprise va pousser vers une adaptation, une évolution. Ou alors un deuxième cas où soit l'industrie s'arrête, soit le site est trop inadapté parce qu'il était déjà trop spécifique ou alors trop contraint par sa taille puisque du fait de l'étalement urbain, il ne dispose pas de surface pour pouvoir s'agrandir et dans ce cas-là, le site risque de devenir une friche. Ce qui est intéressant, donc comme je disais en plus, c'est que souvent ces sites industriels vont se trouver dans des zones assez stratégiques assez stratégiques près du centre-ville, du fait de l'étalement urbain qui a été en œuvre après son installation. Donc là, par exemple, c'est le cas du site Heineken, de la brasserie Fischer à Schiltigheim qui représente 4,5 hectares, qui a été cédé à un promoteur immobilier pour y construire plus de 30 000 mètres carrés de logement. Et dans cet exemple, ce qui est assez intéressant, c'est le montage qui a été fait avec la mairie de Schiltigheim, qui a facilité la reconversion du site vers une autre destination en facilitant la modification du plan d'occupation des sols, en rendant le site constructible suite à un accord avec le promoteur pour qu'une taxe locale de 10% soit prélevée sur les ventes de l'occupant final et que cette taxe puisse financer la construction des équipements publics qui seraient nécessaires à l'installation d'habitants supplémentaires suite à la construction de logements. Et cet exemple de reconversion industrielle, il est assez intéressant donc, dans son montage économique, puisque aujourd'hui, les sites industriels délaissés représentent un investissement d'acquisition assez faible, puisque ce sont des friches qui ne sont plus valorisées, et permettent ainsi d'imaginer des partenariats nouveaux, gagnant-gagnant avec les collectivités, et qui peuvent alors densifier le milieu urbain, tout sans prendre le risque de ne pas équiper de manière correcte les nouveaux habitants qui vont arriver sur ces projets. Ces challenges, on les a déjà maintes fois abordés sur les questions des friches ferroviaires, pour lesquelles, par exemple, la SNCF entreprend des grands programmes de transformation, notamment en tiers-lieux ou en lieux d'innovation et de coworking depuis plusieurs années liés à la localisation stratégique de leurs sites. Et c'est aussi des challenges auxquels on va faire face prochainement dans le cadre de nombreuses reconversions de centres commerciaux, comme Anne-Sophie en parlera juste après. Finalement, cette reconversion d'actifs vacants, c'est une action qui est pratiquée depuis un certain temps en France et c'est avant tout une tendance à poursuivre. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question, on la remet au goût du jour. Elle est existante depuis longtemps dans les projets d'architecture et d'urbanisme et dans les pratiques. Et la question qu'on se pose, c'est peut-être qu'il faut changer de posture par rapport à elle et vraiment la remettre en avant. Faut tout de même retenir à l'idée que transformer les friches industrielles, ça ne se réduit pas qu'à des questions pratiques d'opportunités et éventuellement même de moindre coût, contrairement à l'imaginaire. C'est aussi des lieux qui sont liés à de l'expérimentation artistique, culturelle et créative et qui sont porteurs d'une valeur historique, sociale, voire architecturale. Et c'est des espaces qui sont acceptés tels qu'ils sont, pour leurs atouts, mais également pour leurs dysfonctionnements. C'est le cas, par exemple, des magasins généraux de Pantin qu'on a pris en exemple ici, qui sont devenus le site BETC, les Docks de Paris, qui est devenu un site emblématique localisé dans un quartier en transformation, et qui est aujourd'hui le symbole de ce quartier qui a un fort vecteur culturel, créatif et de commerce.
En ce sens, il est aussi important de rappeler que chaque exemple de reconversion est un cas particulier et qu'il est quasiment impossible d'établir un coût moyen de reconversion au mètre carré, puisque chaque opération doit faire l'objet d'un montage original avec des procédures juridiques et financières particulières, avec des contraintes qui doivent être réfléchies en fonction des objectifs du programme et des degrés d'exigence qui vont vraiment dépendre du programme et du bâtiment original. Mais néanmoins, malgré ce caractère très spécifique et unique des reconversions, justement, la Plaine Commune a commandé il y a quelques années maintenant une étude pour comparer les coûts des opérations de reconversion et les coûts à comparer à celui de coûts de démolition et reconstruction. Et contrairement aux idées reçues, ce qui a été retenu, ce qui a été démontré, c'est que la reconversion des bâtiments industriels s'avère être une situation plus économiquement avantageuse que la construction du neuf, à partir du moment où un diagnostic avait été établi de manière assez approfondie pour identifier que le patrimoine à reconvertir n'avait pas de pathologie lourde et que le programme pouvait être facilement en adéquation avec le lieu. Il est aussi important de rappeler que les bâtiments industriels reconvertis en logements et qui sont populaires aujourd'hui et qui étaient originellement transformés en logements sociaux ne l'ont pas du tout été lorsqu'ils ont été livrés, malgré le fait que c'était des bâtiments qui offraient une qualité lumineuse assez importante, des espaces généreux, mais qui étaient stigmatisés et qui ne permettaient pas vraiment pour les occupants d'apprécier, on va dire, la valeur architecturale de ces espaces. On peut alors se demander, suite à ce changement qui a été dans les mentalités, qui s'est fait au fil des années par rapport aux logements qui se trouvent aujourd'hui dans les bâtiments, dans les anciens bâtiments industriels, on peut se demander si la clé de voûte de cette véritable transition vers la prise en compte régulière de la reconversion, c'est pas juste un changement de mindset, qui, du coup, nous permettrait de vraiment pouvoir se projeter dans, par exemple, des actifs tertiaires comme ceux de la défense en futurs logements familiaux. Alors, comme on l'a rappelé, le contexte actuel donc remet vraiment au centre de réflexion la réversibilité, la reconversion des actifs. Et il semble également assez important de rappeler que cette reconversion, c'est une réponse actuelle à de nombreuses nouvelles attentes en termes de logement. Donc, comme vous le savez, auparavant, le télétravail existait, mais n'était pas encore généralisé. C'était autour de 5 à 15% des salariés qui étaient en télétravail. Aujourd'hui, c'est 20 à 40% des salariés qui sont en télétravail régulier. Et en début 2020, d'après une étude du Monde, c'était près de 90% des entreprises qui étaient prêtes à passer en télétravail. Donc, il y a aussi un changement de mentalité dans les entreprises, même si on observe encore un retour au bureau, on voit vraiment qu'il y a une transformation qui est profonde et qui fait que demain, dans le logement, on va devoir intégrer un espace de bureau, un espace de travail et que à taille comparable de foyer, le logement de demain va être d'une surface plus importante. Aussi, l'expérience du confinement a quand même poussé les personnes à la recherche d'une meilleure qualité de vie, donc avec des espaces plus généreux, des surfaces extérieures. Et les nombreux mètres carrés disponibles qu'on a précédemment évoqués semblent quand même un vivier d'opportunités pour l'aménagement de ces surfaces complémentaires. Autre contexte à rappeler, c'est que la reconversion des actifs, c'est une solution prioritaire aux exigences environnementales dans lesquelles on doit désormais s'inscrire. On peut notamment rappeler l'objectif zéro artificialisation nette, c'est-à-dire le projet de n'aboutir globalement à aucune déperdition de zones naturelles malgré la croissance de la population. Donc, on sait que l'étalement urbain, depuis les années 2000, a consommé près de 2000 hectares d'espace naturel par an et on rétropédale dans ce sens, puisque aujourd'hui, on arrive à se réduire à 500 hectares de surface naturelle par an, mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à zéro, alors que même
que le besoin d'infrastructures chaque jour continue d'augmenter. Donc, il paraît évident que la reconversion des friches et la reconversion des actifs existants a un rôle central à jouer dans ces stratégies environnementales. L'autre point, c'est également en lien avec la stratégie nationale bas carbone qui met la reconversion et la réversibilité comme une quasi-obligation pour pouvoir y répondre. Il existe divers moyens d'avoir un bâtiment performant vert, disons, surtout en partie sur les questions de faible consommation énergétique, mais c'est quand même nécessaire de rappeler que c'est la phase de construction aujourd'hui qui représente 60% des émissions totales de CO2 d'un immeuble et qu'en ce sens, il est fondamental d'allonger la pérennité du bâti, d'allonger sa durée de vie sociologique, son potentiel d'usage et de favoriser également l'allongement technique de l'immeuble. Donc, c'est à la fois via des actions de réhabilitation, mais également par des actions de reconversion pour pouvoir le transformer et évoluer son usage, et également intégrer sur les constructions neuves la notion de réversibilité pour assurer sa longévité via des changements d'usage facilités et plus évidents. Cet engagement environnemental, qui est donc la première justification à mettre en avant pour la reconversion et la réversibilité, elle n'est pas exprimée qu'à un niveau national. On peut notamment citer le pacte bas carbone de la ville de Lille, le label bâtiment frugal bordelais ou alors le pacte pour la construction parisienne. D'autres pactes de ce genre et d'autres labels sont à venir et s'accordent tous à mettre en avant l'importance de la réduction de l'obsolescence du bâti existant et sa réutilisation vers d'autres usages. Alors, ce contexte favorable à la réversibilité, à la reconversion, il se traduit également par un cadre administratif qui évolue peu à peu pour les acteurs privés et pour les acteurs publics. Donc, c'est le cas, tout le monde connaît de l'appel à projets urbains innovants Réinventer Paris 3, qui, en complément de la problématique des bureaux évoqués auparavant, s'adresse également à la problématique des acteurs privés, parapublics ou publics qui ont des biens immobiliers aujourd'hui, mais qui vont être peu à peu délaissés, soit pour des stratégies immobilières ou des stratégies financières. C'est le cas de réflexions sur des anciens hôpitaux, des anciennes universités, qui vont être également la cible de projets de reconversion. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de Réinventer Paris, la ville de Paris se pose comme facilitateur de ces transformations en mettant à disposition tous les outils possibles pour ne pas avoir de contraintes juridiques ou liées en tout cas à de la réglementation pour pouvoir créer ces mutations. Et les bénéficiaires sont principalement les acteurs privés qui viennent du coup être pleinement partie prenante de la future programmation de ces sites. On a aussi un cadre favorable qui se pose qui se construit pour les acteurs publics. C'est le cas, par exemple, du Fonds Friche qui est ici du plan de relance, qui a un plan de 259 millions d'euros, qui est consacré au recyclage des friches et plus généralement du foncier déjà artificialisé dans le cadre de projets de reconversion, de revitalisation de centres-villes et de relocalisation d'activités. Et les bénéficiaires de ce fonds, c'est à la fois des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics comme les collectivités et les établissements publics locaux qui souhaitent proposer des zones en friche en projet. Dans ce même sens, uniquement destiné à des acteurs publics, il existe le fonds friche qui est vraiment spécifique à la région de Paris. Alors, on voit que ce contexte favorable à la transformation, donc on l'a vu d'un point de vue des usages, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue administratif, il est aussi d'un point de vue législatif et juridique, puisque diverses lois et divers outils existent aujourd'hui et facilitent la reconversion et la réversibilité dans le neuf. Donc, tout d'abord, on peut penser à la loi Allure qui a supprimé le POS et le COS, qui facilite déjà la densification en milieu construit.
plus anciennement. Et ensuite, on peut penser à la loi Elan qui, elle, a proposé un bonus de constructibilité, c'est-à-dire des droits à construire additionnés à plus de 30% pour favoriser également la densification, et qui permet également de déroger aux règles de mixité sociale uniquement dans les zones non tendues sur ces questions, pour pouvoir faciliter la reconversion, puisque l'imposition du logement social, de la mixité sociale dans les cadres de reconversion était compliquée à gérer d'un point de vue économique sur les projets. Ce qui est intéressant dans la loi Elan également, c'est l'aspect temporaire que l'on n'a pas traité, mais qui peut être un point à traiter à prendre en considération dans les projets de reconversion et de réversibilité, puisque la loi Elan permet, dans les locaux vides, notamment tertiaires, de pouvoir procéder à l'accueil et à l'hébergement d'urgence. Autre point plus lié à de la réglementation, la loi Elan, elle permet également la création d'une nouvelle catégorie, des IMH, donc les immeubles de moyenne hauteur, qui s'élèvent entre 28 et 50 mètres et qui ont une seule et même réglementation en matière de réglementation incendie, ce qui permet d'accueillir à la fois du logement et du bureau et de favoriser et même d'inciter à la réversibilité et à la mixité d'usage. Enfin, plus en outils stratégiques pour réduire l'obsolescence, on peut penser à la ZAC qu'on oublie souvent sur cette question, qui est un outil qui permet de faciliter quand même l'évolutivité des bâtiments, puisque une des problématiques d'évolutivité est que ces caractéristiques doivent être sur des bâtiments d'une certaine taille, et les ZAC accueillant des programmes de construction de grande ampleur sont des lieux qui peuvent s'y prêter. Et donc, sur ces espaces, sur ces ZAC, on peut penser notamment au programme global de construction qui permet d'identifier la programmation d'équipements publics à une plus grande échelle et d'imaginer des seuils de réversibilité pour pouvoir anticiper l'évolutivité des équipements publics qui seront sur site et vraiment les besoins pour les futures populations qui ne sont pas forcément dans le programme en temps 1 qui sera aménagé. Alors, je vous propose pour cette troisième partie rapide de se concentrer davantage sur les bonnes pratiques et les gains pour les acteurs de l'immobilier, maintenant que je pense qu'on a tous compris que c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Donc, rapidement, en synthèse, il y a quand même 4 opportunités majeures pour les acteurs de l'immobilier. Donc, la première, c'était celle qu'on a déjà évoquée, celle de la redynamisation urbaine. Comme on le disait, un bâtiment vacant est un bâtiment avec une mauvaise image, avec des risques d'insécurité, un manque de services, une réduction de l'attractivité du quartier. Et transformer un bien pour son propriétaire, c'est également investir dans une croissance de la valeur du bien à long terme et éviter une réaction en chaîne amenant à la dévalorisation globale du quartier où il se trouve. Le deuxième point, c'est la préservation de l'environnement, puisque aujourd'hui, comme je le disais, le gros œuvre, c'est 60% de CO2 de la construction. Et c'est un levier majeur aujourd'hui pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, transformer son activité en tant qu'acteur de l'immobilier vers de la reconversion, c'est un moyen très simple et assez évident, enfin très simple, surtout évident, de répondre à des objectifs de développement durable. Le troisième point, c'est l'anticipation des évolutions des modes de vie. Donc, comme on le disait, la frontière entre le travail et le chez-soi, enfin habiter et travailler, devient de plus en plus faible, et on peut très bien imaginer que le logement du futur va intégrer dans un bâtiment 1 à 2 étages de coworking ou des espaces partagés dédiés au travail, ou même des appartements qui accueilleront parfois des entreprises et parfois des ménages. Et face à ces évolutions de besoins, il paraît assez pertinent d'adapter ces capacités d'évolution. Et enfin, le dernier point qu'on a un petit peu moins évoqué, mais qui est quand même assez central, c'est que anticiper l'évolutivité, c'est fiabiliser les investissements immobiliers, puisque même si c'est un investissement beaucoup plus important aujourd'hui, le parc de bureaux aujourd'hui ne cesse de rencontrer une croissance vacante, et la demande en logement ne cesse d'augmenter dans les zones tendues.
Et aujourd'hui, les foncières qui disposent d'énormément de bâtis tertiaires ont un poids financier qui est quotidien et qui ne fait que s'alourdir. Et finalement, investir dans la réversibilité, c'est également investir dans une capacité de mutation qui va permettre de maîtriser les coûts à long terme par rapport à ces demandes de marché qui ne cessent d'évoluer. Alors, il est également important, je pense, de rappeler les phases de transformation stratégique d'un actif vacant. Donc nous, on a identifié 4 phases. La première, ça va être celle du sourcing de l'actif vacant qui va être à valoriser. Donc c'est d'abord l'identifier tout simplement. Et comme on le disait, ce n'est pas forcément sur la base de la vacance officielle financière, mais ça va être également visuel, d'avoir un vrai travail de terrain, de voir quels sont les actifs qui ont des externalités négatives et qui ont du potentiel. Ça va être d'identifier le programme durant cette phase qui va être en lien avec les besoins du quartier. Donc, comme sur le projet de reconversion de ce centre commercial en espace d'artisanat, d'identifier les signaux fiables du quartier qui vont pouvoir créer une programmation pertinente et éviter une vacance complémentaire. Ça va être de vraiment passer du temps et d'investir sur l'étude de compatibilité du programme avec le bâti pour s'assurer qu'on a choisi le bon actif et également de procéder à toutes les études préalables pour vraiment anticiper les risques de transformation et encore une fois faire le choix du bon actif à transformer. La phase 2 d'occupation transitoire et de revalorisation, qui n'est pas systématique mais qui nous a semblé importante à rappeler car elle est porteuse de beaucoup d'opportunités, c'est la question, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir activer une préfiguration pendant des études pour pouvoir également rentabiliser, disons, l'actif sous-occupé via des moyens aujourd'hui qui existent comme des conventions d'occupation précaire et qui facilitent ce genre de mise en place. Comme à l'exemple des grands voisins, qui permettent de redynamiser le quartier, de valoriser l'histoire du lieu également, comme on l'a vu dans le cadre des Docks de Paris, et aussi qui permettent de préfigurer et de tester des usages pour s'assurer de la réussite du programme 1 en temps 1 que l'on va y installer. La phase 3, c'est la phase de transformation durable et de réutilisation des matériaux dans laquelle je vais moins rentrer puisque Patrick Rubin va nous présenter des cas par la suite. Et enfin, la phase 4, que l'on oublie également souvent, c'est comment est-ce qu'on va suivre la performance du site, identifier ces signaux faibles pour voir si un usage plus adapté est éventuellement à développer. Et on a là parlé de reconversion totale de bâtiments, mais qui va, via cette exploitation, disons, évolutive et ce suivi de la performance d'usage du bâtiment, permettre parfois des évolutions partielles seulement de certains espaces vacants. Alors finalement, j'accélère un peu parce que je vois le temps passer, c'est surtout une question de changement de mindset, puisque là où on cible des points négatifs, on peut également cibler les points positifs de cette reconversion. Donc tout d'abord, la programmation d'un actif réversible, elle est pensée comme difficile, car pour les maîtrises d'ouvrage, il s'agit souvent de programmer sans programmer, alors qu'il s'agit surtout de penser une programmation à plusieurs destinations en anticipant les usages, et c'est-à-dire dès la phase programmation de faire plusieurs études de faisabilité et d'étudier la compatibilité de ces programmes pour vérifier que le projet qu'on veut mener est réalisable en termes de réversibilité. Le deuxième, c'est que la réversibilité est souvent vue comme un coût élevé, mais comme on l'a expliqué précédemment, c'est également une durabilité de l'investissement. Et à cela s'ajoute aussi que les bâtiments, comme on l'a dit, qui sont reconvertis, ont une valorisation extra-financière par leur histoire, par leur architecture, par le processus de co-création dont ils ont pu émerger. Troisième point, on identifie aussi, on a peur de beaucoup de risques d'imprévus sur les projets de reconversion, alors que ceux-ci peuvent être encadrés par un investissement certes plus important lors des études de cadrage, lors des études amont, pour vérifier vraiment la compatibilité du programme et l'adaptation possible de l'actif immobilier. Et comme on l'a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions et de financements et d'aides qui incitent en ce sens.
On voit également souvent la peur des difficultés administratives liées à des contraintes réglementaires. Et pourtant, comme on l'a vu, cette reconversion, c'est quand même un alignement des objectifs en termes de développement durable, en termes de réponse à des nouveaux besoins de tous les acteurs de l'immobilier. Et cet alignement dans la vision permet quand même la co-construction et la création d'un dialogue public-privé, comme par exemple sur le site d'Heineken, où on a trouvé un modèle vertueux qui a bénéficié à tous. Enfin, le dernier point, c'est que la reconversion, elle peut être perçue comme en dehors des standards du neuf. Et c'est pas tout à fait le cas. L'idée, c'est quand même de se dire qu'on déroge à ces standards et on va valoriser des nouveaux usages, des nouvelles innovations et des nouveaux modes de vie parfois, comme dans le cas de ces bâtiments industriels transformés en logements. Alors, je passe très, très rapidement sur les clés de réussite de projet. Donc, ça, on l'a déjà vu. C'est identifier les éléments réutilisables des déconstructions, anticiper les risques de phase d'études approfondies, adapter la structure aux futurs usages et définir les seuils de travaux, c'est-à-dire à quel moment on passe vraiment à la réversibilité ou de la reconstruction. Et enfin, une checklist très rapide, mais il y a beaucoup de points de réussite. Mais finalement, lorsqu'on veut identifier un bâtiment, pour identifier s'il est facilement réversible, il y a quelques points de bonne pratique qui sont par exemple les structures poteau-poutre, les dessertes, l'épaisseur, les façades légères, la possibilité d'installation d'ascenseurs ou l'existence de gaines techniques. Mais puisque le temps passe, je pense qu'on pourra revenir dessus en détail si besoin. Donc, je vous propose de passer la parole à Patrick Rubin. Encore désolée pour le timing, je n'ai pas vu le temps passer, pour la présentation des cas sur lesquels vous avez travaillé. Et vous êtes étonnante, hein, Catherine. Non, parce que c'est très précieux tout ce que vous venez de dire. Et je suis sûr que c'est beaucoup de recherche. Alors, Canal, c'est un atelier d'architecture, peut-on dire classique, enfin comme il en existe d'autres, mais depuis plus de 10 ans, nous avons mis en place, sans s'en rendre compte d'ailleurs au départ, des séries de recherches. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une consultation, un concours, on repose la question, on réinterroge le sujet. Ça a été le cas, je ne l'ai pas mis là, mais sur des résidences étudiantes, on nous disait qu'une résidence, un logement étudiant doit avoir 18 mètres carrés. On s'est interrogé pourquoi et on a compris très très vite que dans le privé, c'était en fait une niche fiscale, le résidentiel. On a compris qu'avec les Crous, il y avait une espèce de répétition du privé parce que, par exemple, on ne pouvait pas avoir de colocation, c'était compliqué. Enfin, ça commence à venir, heureusement. On s'est interrogé pourquoi dans une résidence il fallait qu'il y ait 200 frigos s'il y avait 200 étudiants et on ne pouvait pas partager des services. Tout ceci, c'était il y a plus de 10 ans et ça a donné l'objet d'une recherche qui est un petit livret rose que vous pouvez trouver sur le site de Canal. Et puis on a beaucoup travaillé sur la transformation au départ de l'atelier et donc on avait une certaine expertise des systèmes construits. Les systèmes construits, c'est ce qu'il y a de plus important pour un bâtiment. Il doit être fondé, il doit tenir, il doit être antisismique. Bon. Et des systèmes construits, il n'y en a pas tant que ça. Et on a par exemple, sur la question du réversible, on s'est beaucoup posé les questions. Qui bouge les images? Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, pardon. Oui. Oui, on s'est vraiment interrogé sur le pourquoi, on va dire, une forme d'échec dans la ville, des filières qui sont constituées pour... ça s'explique, hein, c'est après-guerre que ça se met en place, c'est surtout à la reconstruction. On va construire, on est obligé de reconstruire la France et des filières vont se créer qui sont spécialisées dans l'habitat. D'autres, un peu plus tard, vont émerger, influencés par les anglo-saxons sur le travail, sur le bureau. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et puis, on va encore mettre de côté l'activité. C'est-à-dire que ce sont des fuseaux qui ne se croisent jamais. Et on peut passer. Merci. Vous avez reconnu Tati, là, j'imagine.
Et si je finis, parce que je n'ai pas préparé, mais vous pouvez vraiment le regarder sur le site, le premier livre, la réversibilité, j'en dis deux mots quand même avant de passer à la transformation. L'interrogation, c'était de dire, mais pourquoi ne construit-on pas des bâtiments qui ne soient pas, j'ai envie de dire, qui ne soient pas genrés, qui ne soient pas nommés, on construit bien et on construit de manière à ce qu'à tout moment, on puisse rentrer un corps vivant qui soit parfois de l'activité, du logement, du bureau. Et il y a beaucoup de raisons, donc pardon, je n'ai pas d'image à vous faire voir ici, mais les quelques points qu'on a réussi à mettre en place, et je dis toujours que d'autres réfléchissent aussi à la réversibilité avec peut-être, je les connais, hein, avec d'autres outils, c'est dire qu'un bâtiment, il peut avoir 2,70 m sous plafond, il doit avoir, j'ai vu 15, je dirais plutôt 13 mètres de large pour qu'on puisse faire à la fois du bureau et du logement traversant. 2,70 m, on évite les faux planchers, les faux plafonds. On gagne un niveau dès le 4e étage et en général, les opérateurs sont bien contents. On pose de manière très différente les circulations à l'extérieur pour ne plus avoir ce fameux noyau traditionnel qui nous empêche d'avoir le plan libre. Et en ayant un plan libre et en réglant tous les problèmes de sécurité pour l'un ou pour l'autre, on arrive à avoir des bâtiments hybrides. Et ces bâtiments hybrides sont captifs de toute forme d'activité intérieure. Et on n'a pas à les détruire, et c'est ça dont je vais vous parler maintenant avec la rue Mouzaya, on n'a pas à les détruire et on sait que si jamais on doit les transformer, j'aime bien dire les réparer, cela coûtera environ 30% du prix de la valeur du construit. Ça, c'est pour ce qui est neuf. Rue Mouzaya, il y a 7 ans maintenant, c'est ouvert, enfin c'est habité, parce qu'on a fait une opération tiroir sur 2 gros immeubles, dont un qui est de l'architecte Claude Parent, qui travaillait chez Raymondet, Grand Prix de Rome. On a réhabilité, le mot réhabilité, on a transformé. On a transformé un immeuble en béton qui était destiné à la caisse d'assurance maladie, qui avait été construit pour ceci. Architecture brutaliste, si on peut passer, s'il vous plaît. Donc, je vous disais en béton, afin que ce bâtiment ait été conservé au dernier moment, il aurait pu être détruit, vous allez le voir après, parce que la question, c'est bien celle-ci. Il a payé son tribut carbone depuis bien longtemps, ce bâtiment. Il a été construit dans les années 70. La question qui se pose aujourd'hui, et je ne serais pas totalitaire de dire, je l'entends trop souvent, il faut garder tous les bâtiments, ça n'est pas juste, on ne peut pas tous les garder. Mais quand on peut les garder, effectivement, on fait quelques économies carbone et autres d'ailleurs, et on continue. Et voilà, ce bâtiment la population dans le 19e arrondissement lui était plutôt hostile parce qu'il se dégradait, béton noir, il était abandonné, il a été squatté. La RIVP l'achète dans les conditions qui sont intéressantes. Loi Duflot, c'est-à-dire que la ministre Duflot, son ministère avait décidé que tout ce qui était propriété de l'État qui pouvait passer à la ville avait une décote de 80% pour l'achat du bâtiment, à condition qu'on fasse du logement social. Et c'était plutôt bien. La caserne de Reuilly a aussi été faite dans ces conditions. Et c'est le directeur général de la RIVP qui va se battre pour que ce bâtiment ne soit pas détruit. Et il le prend dans son giron. Il fait un concours, nous le gagnons. Et en plus, c'est un bâtiment quand même de Claude Parent, il en a fait peu à Paris et il est très révélateur d'une architecture brutaliste. Et on nous dit du bureau devient du logement. On passe. Merci. Vaste programme. Il y a un autre bâtiment qui lui est accolé, qui est une ancienne fabrique de machines à coudre. Donc, en fait, tout ceci fait 12 000 m². On va faire cette opération tiroir. Le bâtiment là, qui est en train de voler là-haut, c'est le bâtiment de Claude Parent. Celui qui est au sol, c'est le bâtiment des machines à coudre, qui entre-temps est devenu bureau. Et donc, ces bureaux vont être transformés avec, en plus, il y a toujours 6 000 m² de sous-sol vide pour l'instant. Ces bureaux vont être transformés en logements. Résidence d'artistes, travailleurs, coworkers. On est dans un programme Ville de Paris, enfin,
on est dans un programme urbain classique européen où on essaye de faire cohabiter plusieurs fonctions. Et ça fonctionne, et ça marche. La chance, c'est que ce bâtiment, qui était assez épais, était bien construit. À gauche, les bureaux, à droite, les logements aujourd'hui, les logements individuels. Pour être un logement, il faut qu'il y ait un sanitaire, une fenêtre, un lit et de quoi se faire à manger. Donc, ça, c'est assez parlant. La chance, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle un escalier à volets contrariés, à la Chambord, au centre. Donc, vous voyez, assez peu de mouvements à opérer pour passer de bureau à logement. Donc là, on est vraiment gagnant. Merci. Et je vous entendais dire tout à l'heure qu'il y avait des analyses qui avaient été faites pour dire qu'un bâtiment réhabilité pouvait coûter moins cher qu'un bâtiment neuf. Alors, ça se discute, parce que la grande surprise, puisqu'on a été très vite, mais par contre, vous parliez avec raison des diagnostics. Les diagnostics n'avaient pas été faits, se sont faits en même temps qu'on faisait les études, et on s'est rendu compte que les épaisseurs qui portaient du bureau, c'est-à-dire 250 km², n'étaient pas suffisantes pour l'acoustique, construit sur des systèmes ourdis avec une petite dalle de compression. Enfin, c'est un peu technique, mais c'est dire qu'il a fallu que l'on recharge de 7 cm l'ensemble des plateaux sur plus de 10 000 m², ce qui n'est pas forcément très vertueux, mais pour passer dans les plans les plus vertueux que décident les maîtrises d'ouvrage, les villes, l'État, il fallait que l'acoustique entre logements soit d'un niveau réglementaire. Ce qui ne serait plus aujourd'hui, parce que grâce à la loi Elan, grâce au permis d'innover, on peut faire valoir quelques modifications, transformations, parfois en promettant d'autres améliorations. On appelle ça, c'est pas exactement ça, l'effet équivalent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, ça, c'est tout à fait, c'est une opération, si j'avais à la refaire, je tenterais, avec le maître d'ouvrage, de l'inscrire sur un permis d'innover. Et je reviens juste une seconde, je vous parlais de bâtiments réversibles. Il y aura un premier démonstrateur à Bordeaux d'un immeuble réversible. On est au stade permis de construire. Et c'est vraiment important, et vous l'avez bien noté tout à l'heure, Catherine, c'est bien important de réfléchir tous les sujets que vous avez abordés, que nous abordons, sous le prisme de la législation aujourd'hui, grâce à tous ces processus qui sont passés à l'Assemblée nationale, au Sénat, enfin qui sont vraiment légiférés, hein, qui nous permettent, c'est un peu compliqué, il faut être accompagné d'avocats, mais qui nous permettent de déroger. Et là, donc, je vous le dis quand même, 7 cm plus les escaliers qui étaient existants, vous imaginez, on a nappé quelques tonnes de béton alors qu'on ne détruisait pas ce bâtiment. La prochaine. Et aujourd'hui, donc, ce sont des étudiants qui vivent très sympathiquement. On continue. Voilà l'immeuble qui a été réparé. Son béton a été soigné. Des fenêtres en chêne, alors qu'auparavant c'était en aluminium, ont été mises en place. Ça le rend plus domestique et plus sympathique au quartier. En fait, de toute façon, le bois et le béton, ça fonctionne toujours bien depuis des architectes comme Wojensky, Dubuisson, enfin, on le sait. Auparavant, Parent avait mis des fenêtres aluminium, mais on a vu Parent avant sa disparition. Il nous avait expliqué que ce qu'il avait vraiment intéressé sur ce bâtiment, c'était son dessin qu'on dit brutaliste, que je trouve assez classique. Et on a essayé de lui faire une politesse en lui rendant son bâtiment. La prochaine. Voilà l'état avant, après. C'est un travail qu'on dit respectueux. C'est un travail de passeur. Et par exemple, pour ce qui est le plus important dans ce type d'immeuble, c'est-à-dire de rendre le bâtiment, de lui offrir une enveloppe qu'il n'avait pas auparavant, thermique et acoustique, on l'a réglé sans trahir le jeu des pleins et des vides qu'avait créé Parent. Et on a un écran acoustique et thermique qui fonctionne évidemment très bien. Là, on est complètement dans les normes et là, on n'aurait pas cherché à déroger. On poursuit.
Et voilà, quand je vous parlais de l'écran, juste avant, pardon, juste avant, merci. On voit ce petit croquis 74-2020 nous fait comprendre comment on arrive, alors que ce n'était pas du tout le souci à l'époque, hein, comment on arrive à se remettre aux règles et au-delà d'ailleurs, tout en conservant une forme de qualité sur l'abord extérieur du bâtiment. On poursuit Claude Parent. Voilà. Il se trouve qu'il y avait eu, je vous l'ai dit, un squat. Et on a gardé quelques traces de street art dans le bâtiment, tout ce qu'on pouvait garder. Ça, c'est pour vous dire un peu comment c'est. Il est visitable, hein, ce bâtiment. Le grand hall, donc je vous dis, c'est un brassage. Il y a environ 400 personnes maintenant qui vivent dans cet endroit, entre les résidents de l'Armée du Salut, les étudiants, les travailleurs, les artistes, les coworkers, et on a livré un bâtiment. Alors c'est intéressant de savoir, là on est à 1 700 € le mètre carré pour ce bâtiment, un peu plus élevé pour celui de l'Armée du Salut. C'est livré dans cet état. C'est tout à fait correct pour les étudiants. Ils sont des loyers encadrés Crous et avant APL. Donc on peut dire que la parole a été tenue de la ville qui s'est engagée à faire du logement social de qualité. Ensuite, voilà, les artistes, on a récupéré de la lumière qui descend pour être dans des rez-de-jardin. Enfin, tout ça fonctionne bien. Je vous le dis parce que c'est eux qui nous l'ont dit. Et puis, le travail de parents a été encore une fois célébré. Et les entreprises qui ont travaillé un béton qui était à la fois préfa pour les façades et coulé en place pour ce que vous voyez à l'image. On poursuit et vous allez, je crois qu'on va, oui, je vous disais qu'il y avait 6 000 m² de potentiel en infrastructure. Il faudra bien, on parle de friches, on parle de bâtiments rénovés, mais il y a dans les sous-sols parisiens et sur les toitures on le sait, et il y a des efforts qui sont faits pour conquérir des toitures, mais dans les sous-sols parisiens, quelques architectes s'y intéressent comme Dominique Perrault et d'autres pour se dire que dans les infrastructures, dans les méandres du sous-sol, il y a de quoi faire et on peut descendre des puits de lumière pour éclairer ces 6 000 m². Voilà, ça, c'est la coupe des deux bâtiments, hein, l'Armée du Salut à droite, Claude Parent à gauche. L'ensemble ayant été tenu par la IRVP comme maître d'ouvrage. Et voilà où je voulais en venir. Tout à l'heure, on parlait des coûts, parce que tout se résume toujours au final, avec les meilleures intentions que nous conjuguons tous. Quand je suis allé voir le directeur de la RIVP et je lui ai dit, on vous a fait un bâtiment qui est trop cher. Alors, il a évidemment souri, il dit, c'est la première fois qu'un architecte me dit ça. En général, vous venez me demander des compléments. Et je lui ai dit, oui, mais il y a une condition à cela, c'est qu'en 1974, Parent, il s'occupe de ce bâtiment, et c'est un bon architecte. Il fait, si vous regardez bien le plan, enfin pour ceux qui apprécient ça, il y a 2 escaliers. En fait. Il y a un double escalier, un tout petit escalier et un tout petit tout en bas. Et il a une capacité de rendement, ce plan formidable. Nous, on reprend son plan donc, et on crée traditionnellement des logements, placo, on fait attention, on met du lino, il y a quelques faux plafonds, il y a des salles de bain traditionnelles, c'est-à-dire une salle de bain traditionnelle, il faut savoir que c'est 7 corps d'état dans 4 m². En fait. Donc, ça fait un moment, et moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps Pierre Polo de 3F prôner l'industrialisation. Il y a des questions qui se posent sur l'industrialisation. Alors on dit l'industrialisation, c'est pour le neuf. C'est-à-dire qu'on va empiler par exemple des containers, et tout ça c'est du hors-site. Mais on peut commencer à réfléchir aussi à l'industrialisation à l'intérieur des bâtiments. Et c'est quoi un bâtiment qu'on rénove, qu'on transforme en fait, ce qu'on tient, c'est ce qu'on appelle le solide. Encore une fois, c'est la structure, les planchers, les poteaux, parfois quelques noyaux qui peuvent rester en place, et le reste, c'est un plan libre. C'est pour ça que je reviens, il y a vraiment un aller-retour entre construire réversible et apprécier des bâtiments qui n'ont au final que leur structure à sauver. Et à l'intérieur, ce qui est dessiné en bleu, c'est l'existant. C'est l'existant et c'est un travail qu'on fait très bien avec des entreprises de gros œuvres. Je ne sais pas si je vais citer là, c'est GTM qui a vraiment bien travaillé. Ce n'est pas toujours le cas qu'on s'entende avec une entreprise, mais c'était plutôt bien. Là, et
voyez, ce qui est rouge, je ne suis pas certain que ce soit le BTP qui puisse faire ça. Le rouge, alors, je vais reprendre, parce que le bleu, c'est vraiment le bâtiment dont on hérite. On peut le réparer, on le laisse pratiquement en l'état. Le rouge, c'est des box, pensez à des caravanes, des tiny houses, comme on dit, qui sont fabriqués hors site. C'est-à-dire hors site, ça veut dire qu'ils ne viennent pas encombrer l'état du chantier. Et quand on rassemble le rouge et le bleu, il y a des moyens, enfin ne me demandez pas comment ça rentre, hein, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais on est capable de définir deux prix au mètre carré. Il y a un prix qui est pour la structure, l'enveloppe, et il y a un autre prix qui est pour les boxes rouges. Les boxes rouges, ça doit être très sophistiqué. C'est-à-dire qu'on ne doit plus rentrer dans un logement et dire j'ai 74 réserves à lever. On ne doit pas faire travailler dans le froid tous les compagnons dans de mauvaises conditions, avec les outils fauchés, avec les engueulades et tout. C'est-à-dire que c'est un peu le rêve des architectes, et je ne pense pas qu'on va arriver à ça, mais c'est de construire des bâtiments comme on construit des automobiles. Mais il y a vraiment une réflexion à avoir avec ça. Alors donc, c'était Daniel Schneider et Serge Contat, quand je leur ai dit ça, je leur ai dit, nous, on vous a vendu un bâtiment à 1 700 € le mètre carré, ce n'est pas nous, hein, c'est Vinci et GTM. On peut tenter de le faire à 1 200 €. Bon, peut-être, on travaille beaucoup dessus en ce moment, peut-être à 1 400 €. Mais la question, elle est là, c'est de dire qu'il y a tant de bâtiments exceptionnels comme celui-ci, mais il y en a beaucoup qui sont ordinaires, qui ont été correctement construits, qui tiennent depuis très longtemps. Si jamais on ne fait pas un effort de réfléchir à un autre mode d'intervention à l'intérieur de ces bâtiments, je pourrais dire IKEA avec facilité, hein, mais c'est un peu au-delà d'IKEA. En tout cas, si on ne fait pas appel à des industriels pour réfléchir à ces sujets, on est perdant, parce qu'à un moment, on va remonter à des prix qui vont être beaucoup plus élevés que le construire neuf. Et c'est bien parce qu'on a beaucoup cassé, parce que j'ai toujours entendu, moi, les promoteurs les premiers dire on ne va pas s'embarrasser avec ce bâtiment, il y a du plomb, il y a de l'amiante, il y a des difficultés, il n'a pas été fait pour ça. On le casse et on reconstruit neuf. Quand je dis les promoteurs, c'est une chaîne de personnes, hein, dont parfois les architectes s'associent aussi à cette réflexion. Ça a été, non, je crois que c'est vraiment fini, enfin nous le savons tous, mais pour que ça perdure et que ce ne soit pas un feu follet, il faut absolument travailler sur les composants intérieurs pour, et ne plus dire un bâtiment comme celui-ci doit coûter 2000 € au mètre carré. Il a deux prix. Désormais, il aura deux prix, celui du rouge et celui du bleu. Je suis tout à fait prêt si on a le temps, à avoir un débat sur ce sujet. Est-ce que j'ai fini là? Non, j'ai peut-être encore quelques images. Oui, et vous, j'ai combien de temps? Excusez-moi encore. Encore une dizaine de minutes. D'accord, je devrais y arriver. Merci. Il y a un fameux, peut-être certains le connaissent, Kurokawa, qui a fait la tour capsule. Enfin, ce n'est pas la tour capsule, c'est pas vrai, c'est la Nagakin qui est à Tokyo. C'est un assemblage de petites capsules, de modules comme ça. L'intelligence de ce module, c'était le fait qu'il s'était basé, un peu comme on fait avec les tatamis, sur la taille du lit pour définir ce que serait le lieu d'habiter. Donc ça, c'est une réflexion pour habiter petit. Mais habiter petit, ça ne veut pas dire qu'on est coincé dans son logement. Et d'ailleurs, on peut réfléchir combien de temps on passe dans une salle de bain. Après la nuit, qu'est-ce qu'on va y faire? Pensez aux étudiants, ils sont plus souvent dehors. Donc, la question où je me fais toujours allumer en général quand je dis il faudra peut-être penser à vivre dans des espaces plus petits, à condition que la ville ou les basements ou la nappe active offrent des activités partagées. Donc, j'aime beaucoup ceci et je ne suis pas le seul parce que cet exemple japonais, puisque Citizen M a vraiment calqué ce projet. Vous voyez, eux, ils ont fait un lit de 2 mètres sur 2 et c'est ce qui définit la typologie du petit logement, c'est un hôtel, et ils ont diffracté la salle de bain pour gagner de l'espace et pour faire que ces éléments soient une seule composante. Ça, c'est 12 mètres carrés. Nous, les logements que vous avez vus tout à l'heure, ils font quand même autour de 18 mètres carrés.
Et évidemment, c'est de l'industrialisation. On poursuit, merci. Et là, je vous parle de tout à fait autre chose, mais enfin, c'est quand même le même sujet. C'est le prochain livre que nous préparons, qui va s'appeler Zone en déshérence ou Zone en devenir. Quand je vous parle de Canal, en fait, qui prépare ces livres, c'est toujours un collégial. Nous sommes accompagnés de gens qui font des contributions. Et c'est un peu comme vous, avec le webinaire que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaye d'échanger, de partager, d'opposer des points de vue. Mais je crois qu'il y a un point de vue général, c'est que, par exemple, tout ce qu'on appelle les délaissés, vous en avez parlé tout à l'heure, les friches, les marges, à partir du moment, comme cet ancien site qui est à Morangis, un site bancaire, si on peut passer après, s'il vous plaît, à partir du moment, aujourd'hui, l'image, ah oui, si, c'est le petit film. Vous pouvez le mettre en route? Alors, tout à fait. Merci. Dès qu'on est loin du RER, tous ces sites sont délaissés. Alors, je voulais 2 minutes, ce petit film. Ah, je le mets? Oui, oui, allez-y. Merci. Le long trajet pour aller à Morangis, ce qui fait qu'aucun opérateur ne s'est manifesté pour les lieux que vous allez découvrir. Ils n'ont pas droit au Grand Paris Express. Ils sont donc, ce que je disais, laissés pour compte. Et vous découvrez là un site qui fait 20 000 mètres carrés, qui est désert. Bien construit. De ce que j'ai noté tout à l'heure, je vous le dirai peut-être après. Donc voilà le site tel qu'il est aujourd'hui, dans une grande zone d'activité, proche de terres agricoles. Ça, c'est la proposition pour le réactiver avec le déjà là. Une autre proposition, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'imperméabilisation des terres, c'est que quand il faudra construire comme la tour de Babel, il faudra construire vertical, et vous voyez, sur la même surface. C'est vraiment des réflexions qu'on développe. Là je suis passé sur un... Enfin, pour moi, c'est des sujets analogues, c'est de dire à la fois on peut travailler avec le déjà là, et on a intérêt à réactiver ces lieux et bien entendu les brasser d'activités différentes. Le site là, de Morangis que je viens de vous faire voir, il y aura un hôtel, je crois qu'il y a quelques images après. Évidemment des fabriques. Si on peut repasser, si on peut raccorder avec les photos. Tout à fait. Merci. Il y aura une résidence travailleur, des lieux d'activité, donc des zones comme Morangis, c'est au sein, enfin c'est dans le Grand Paris ce qu'on appelle le T12. Il y en a énormément. Vous voyez, la mosaïque, ce sont des zones qui parfois ne sont pas en déshérence, elles ne sont pas toutes en déshérence, mais qui ont quelques difficultés. Et c'est toujours du bâti ordinaire, du bâti souvent sans architecte, mais ce n'est pas grave. Et parfois c'est heureux parce qu'il y a des structures magnifiques, mais parfois aussi elles le sont moins, on va passer après, elles sont en difficulté. Morangis, voilà, la faute de Morangis, c'est d'être très loin des RER de Juvisy, et par exemple, et le Grand Paris, ils ont vraiment pas de chance, c'est qu'il va passer près de chez eux, le métro, mais c'est juste une station d'entretien. Bon, évidemment, la maire de Morangis se bat beaucoup pour que ça puisse un jour desservir ces gens. Et alors, des lieux comme ces concitoyens, pardon, des lieux comme celui-ci,
il y en a plein. Ce que vous voyez, il y a vraiment des grandes marques, des grandes enseignes. Il y a Velux qui est tout à côté, il y a Mactac pour ceux qui connaissent les scotch. Et évidemment, ils sont mono-orientés. C'est de l'activité. Et au sein de ces zones d'activité, peut-être celle c'était un campus de banque ici. Au sein de ces zones, on peut très bien faire émerger des morceaux de ville sans forcément faire la ville intelligente. Entre construire et transformer, et je vous assure que les constructions, on peut passer s'il vous plaît. D'abord, on est proche de zones agricoles, et évidemment, où a été construite cette zone d'activité qui était un cône d'envol près de l'aéroport Orly, on est à 15 minutes d'Orly, les avions ne l'emprunteront pas. Donc, on est sûr qu'on peut avoir une mixité, des gens qui habitent, des gamins. Et surtout, on a des zones agricoles parce que le construit que vous voyez au fond de cette image, c'est bien entendu construit sur de l'agricole. Et il suffit de faire sauter l'enrobé de ces surfaces où se posent de grands hangars pour retrouver le vivant du sol. On continue. Voilà à peu près, vous voyez un peu le plan masse de ces bâtiments. À part le E, ils sont tous bien construits et même mieux que ça, ils sont intelligents, poteaux dalles. Il n'y a rien à toucher, il y a juste à effleurer, réparer. Là, on n'est pas dans des prix à 2000 euros le mètre carré. Et puis, voilà ce que deviendrait ce site. Donc, encore une fois, il est très peu bousculé. On continue avec sa programmation. Donc, je vous disais, hôtel, site artisanal, un parking silo qui serait construit, parce qu'on a besoin de ça. Mais ce parking silo, bien entendu, serait réversible un jour en bureau ou en activité. On poursuit. Voilà les deux premiers bâtiments qui sont. Le permis de construire a été obtenu pour l'hôtel. C'est un hôtel 2 étoiles, pas cher, où on peut aussi faire des mariages le week-end, accueillir des artisans qui viennent de la France entière avec leurs camionnettes. Ils seront à la fois bien nourris et leurs camionnettes seront protégées. Là, c'est la résidence pour de jeunes artisans, des compagnons qui seront aussi bien logés. On poursuit et je crois que c'est fini. Voilà. Et c'était pour, je finis sur justement laisser pour compte. J'aime beaucoup ce mot laisser pour compte. En fait, laisser pour compte, c'est entrer dans un magasin, vous voyez trois manteaux au fond du magasin sur un stellac et personne ne viendra jamais les chercher parce qu'ils ont été laissés pour compte. Et c'est, je fais un rapprochement avec ce titre, c'est que la zone de Morangis, et j'en connais beaucoup d'autres, hein, des lieux perdus, ce qu'on appelle les mauvais lieux, les terrains vagues. Il y a parfois des propriétés comme ça qui ont des problèmes d'héritage. Tous ces lieux font, par rapport aux bureaux que vous évoquiez tout à l'heure, les milliers de mètres carrés, les millions de mètres carrés, il y a aussi des millions de mètres carrés qui résident dans ces non-lieux aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi les délaissés, et qui peuvent être non pas rasés, mais qui peuvent être mixés avec de la construction neuve et grâce à nous tous, une belle réflexion sur l'avenir que nous aurons à partager. Voilà, merci. J'ai été un peu long et j'ai sauté sur plusieurs sujets, mais j'espère que vous y êtes retrouvés. Tout à fait, merci. Merci beaucoup pour tous ces exemples très inspirants, effectivement, qui nous ouvrent un certain nombre de pistes de réflexion, qui aussi nous ouvrent des pistes sur notre métier, sur la façon dont on aborde tous ces projets. Moi, je retiendrai essentiellement 3 choses. La première, c'est quelque part de re-questionner
de re-questionner, comme vous le disiez, ce qu'est un logement, ce qu'est un lieu de travail, de ne pas rester sur des a priori par rapport à certains sujets, mais vraiment de s'ouvrir l'esprit au maximum sur ces phases amont où tout est possible. Je retiens la deuxième chose, c'est d'ouvrir aussi les périmètres de réflexion, puisque alors on a mis là quelques exemples de projets sur lesquels on a pu travailler, où on voit que très souvent ces réflexions sur les bâtiments nous amènent à repenser complètement les quartiers, à retrouver une vie, des activités, une intergénération aussi qui se met en place dans les projets. Et il est nécessaire de voir large aussi en termes de périmètre. Je retiens également la question des parties prenantes aussi qui sont impliquées dans les projets, intégrant les acteurs privés, les acteurs publics, intégrant les habitants, et aussi je pense une façon de concevoir les projets qui de fait va être beaucoup plus participatif pour pouvoir prendre en compte toutes ces visions. Et enfin un dernier élément, c'est la façon dont on réalise nos programmes, avec la nécessité d'avoir toujours cette vision à double détente de l'enjeu premier, c'est-à-dire de l'occupation qui est prévue à court terme dans le projet, mais de voir plus loin sur toute la réversibilité qu'il faut mettre en place dès la programmation pour anticiper le fait qu'un bâtiment qui, au début, est une université, comme on a pu l'imaginer par exemple pour l'EM Lyon, qui pourrait se transformer en des bureaux ou des logements, ou là pour la SNCF, des logements qui pourraient se transformer en bureau, ou des réflexions sur des anciens sites industriels, alors par exemple sur la ville du Luxembourg ou sur le Arenberg, les portes du Hainaut, sur des transformations qui, à partir d'un patrimoine historique, a donné lieu à des activités culturelles ou à des activités liées à l'ensemble des métiers de l'image. Ça nous amène aussi toute la réflexion sur la façon dont on ancre les projets dans le territoire et dont on les ancre dans l'architecture existante, et d'arriver toujours à s'appuyer sur les constructions qui ont été faites dans le passé et la façon dont on va garder un fil directeur et la façon dont la réversibilité doit s'appuyer finalement sur ce fil directeur de l'histoire aussi, parce que ce sont des témoignages d'un certain nombre d'époques qu'il est important pour nous de chercher à prolonger dans l'avenir. Donc pour mener à bien l'ensemble de ces projets, nous mettons à votre disposition à la fois donc, nos compétences transverses en tant que conseil utilisateur, ensemblier, gestion de projet, également sur la conduite du changement et justement toutes ces démarches de co-construction, toutes ces démarches participatives, des compétences à chacune des étapes de réflexion stratégique, de programmation, de suivi des projets et d'aménagement. Et bien sûr, on intègre l'ensemble des sujets, que ce soit l'environnement, on l'a vu, qui est aussi un des marqueurs essentiels dans ces réflexions sur la réversibilité, l'environnement, la biodiversité, la technique, l'architecture, l'urbanisme, le digital. Donc on pense que ce sont vraiment des projets qui doivent nécessiter d'intégrer l'ensemble des dimensions. Il est déjà 12h32, donc nous avons un petit peu dépassé par rapport au planning. Je vous propose que nous arrêtions là notre webinaire. Merci beaucoup, Patrick Rubin, pour l'ensemble de votre intervention sur ces exemples très inspirants. Merci beaucoup, Catherine, pour toute cette préparation. Je vous dis à très bientôt pour les webinaires de la rentrée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.